Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, votre chaîne spécialisée dans tout ce qui est de l'ordre de la mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'électrique et plus particulièrement au marché des deux roues. Quand je dis deux roues, ça comprend les vélos d'une part, mais aussi les scooters. Et donc ce marché a littéralement explosé depuis ces derniers mois. Pour vous faire une idée, ne serait-ce qu'en 2022, près de 26 000 scooters ont été acquis par des particuliers, soit une hausse de 71% par rapport à 2021. Donc, les questions qu'on a envie de se poser, c'est qu'est-ce qui explique cet engouement ? Est-ce que c'est une tendance ou bien une mutation dans l'usage des transports au quotidien ? Est-ce également sectoriel ou bien à échelle nationale ? Donc nous allons tenter de décrypter tout ça avec nos experts. Et donc ça tombe bien, ils sont tous les quatre à côté de moi. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Je vais faire un petit tour de table. Donc, Denis Saada, vous êtes donc coprésident de l'Alliance des mobilités, également cofondateur de Better Way. Enchanté. Enchanté, ravi. Nous avons également à vos côtés donc Antoine Ofcar, qui est consultant au sein du cabinet Wavestone. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Driss Ibn Mansour, vous êtes cofondateur de l'entreprise donc Moto. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Toussaint Watine, cofondateur de Pway. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Donc, maintenant que les présentations sont faites, on va faire quand même un petit tour de table afin que vous puissiez expliquer à nos spectateurs quel est un petit peu plus concrètement le rôle que vous jouez au sein de votre entreprise et quel est le but de cette entreprise. Donc, on va commencer par vous, Antoine. Donc, vous êtes consultant au sein de Wavestone. Donc, c'est plus sur tout ce qui est en termes d'apport, de chiffres. Comment ça peut se profiler plus concrètement ? C'est ça, moi je suis consultant du coup au sein du cabinet Wavestone. C'est un cabinet de 4000 collaborateurs à peu près, implanté en Europe, en Asie et aux États-Unis. D'accord. Spécialisé dans l'accompagnement des transformations des organisations, donc à travers différents secteurs, industrie, transport et différentes expertises, donc en data, en décarbonation. Et moi je suis plutôt spécialisé sur les sujets décarbonation et mobilité. Ça tombe bien, on aura besoin de votre expertise dans quelques minutes. Maintenant, c'est à vous, Denis Saada. Bonjour, donc moi je suis cofondateur de l'entreprise Better Way. Donc oui. Better Way, c'est un pass mobilité universel, un peu comme un ticket restaurant mais pour les transports, qui permet aux entreprises de distribuer l'abonnement de transport en commun, vous savez le fameux 50% de l'abonnement de transport en commun, mais aussi le forfait mobilité durable et tout un tas d'autres aides comme le crédit mobilité. Mais je crois qu'on va pouvoir parler notamment du forfait mobilité durable qui à mon avis, est d'intérêt dans ce débat. Si le temps nous le permet, nous l'espérons en tout cas. Ensuite, passons à vous maintenant, Toussaint Watine. Oui, donc je suis le cofondateur de Upway. Et Upway, c'est un site de vente de vélos électriques reconditionnés. Ça veut dire que sur le site upway.fr, vous trouvez plusieurs milliers de vélos électriques disponibles à la vente, de toutes les marques, tous les modèles, tous les usages, qui sont à des prix qui vont de 20 à 60% moins cher que le neuf et qui bénéficient d'un an de garantie afin de rassurer le client et le nouveau propriétaire de ce vélo. Et enfin, Driss Ibn Mansour. Bonjour, donc moi j'ai co-créé Moto il y a un peu plus de 2 ans. Moto, c'est une solution de mobilité qui est basée sur le modèle de l'abonnement. Donc concrètement, ce qu'on propose, c'est un vélo électrique connecté, premium, et donc personnel, qui n'est pas en libre service et qui n'est pas non plus en partagé. Et on joint à ce produit en fait toute une série de services, donc de maintenance à la demande, mais aussi une assurance. Et donc on crée une offre totalement intégrée de mobilité. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant qu'on connaît un petit peu plus le rôle de chacun, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, je tiens à rappeler que lorsqu'on parle de l'engouement des deux roues, donc ça inclut les vélos d'une part et donc les scooters d'autre part. Question comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce qui peut expliquer justement cet engouement soudain ? Donc, on va faire un petit tour de table. On va commencer par vous, Antoine. D'accord. Engouement soudain, on est quand même sur la poursuite aussi d'une tendance qui a commencé déjà il y a plusieurs années. Oui. Sur le vélo, par exemple, ça fait 12 ans que les chiffres du vélo montent et ils continuent de monter en 2022. Pas en volume, malheureusement, mais en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, pour donner quelques chiffres, en 2022, 43% des véhicules vendus sont des vélos. Donc c'est important de le dire et de comparer ça peut-être au secteur de l'automobile. Donc on ne dit pas que le secteur du cycle vient remplacer le secteur de l'auto, mais se rapproche des chiffres en termes de volume de vente. Donc ça, c'est assez encourageant. Pour parler aussi d'un autre deux roues, les trottinettes, on a la première année après 5 ans d'augmentation où là, les chiffres sont plus stables. Donc en termes de volume, on a une légère baisse. On est à 759 000 ventes de trottinettes en 2022. Mais en chiffre d'affaires, pareil, ça augmente. Et concernant ces deux modes de transport, on est sur une augmentation de la gamme achetée, c'est-à-dire que chaque véhicule qui est acheté
coûtent en moyenne plus cher. Donc une des premières raisons, une des raisons, c'est l'inflation. Mais une autre raison, c'est aussi une montée en gamme. Donc ces marchés-là qui sont de plus en plus matures. Et sur les scooters électriques, que ce soit en location longue durée ou en vente, pareil, on est sur des chiffres intéressants où l'électrique en fait représente à peu près 15% des ventes de scooters. Donc, ce qui peut expliquer ensuite après toutes ces augmentations, c'est à la fois un contexte réglementaire favorable. On voit au niveau des villes, par exemple, on constate une espèce de push and pull, c'est-à-dire qu'on va inciter, on va tirer tout ce qui est deux roues électriques à l'intérieur des villes, avec des infrastructures favorables, avec un stationnement gratuit. Et on va légèrement pousser un petit peu les voitures et les autres modes de transport en dehors de la ville avec des stationnements à partir de janvier 2024 qui vont être payants et qui vont dépendre de la taille du véhicule, ce qui est quand même particulier et très nouveau. Et les ZFE, pareil, ce contexte réglementaire qui incite à avoir des moyens de transport toujours plus décarbonés en ville. Donc beaucoup de raisons, j'en ai cité quelques-unes. Denis Saada, vous souhaitez rebondir ? On a parlé du réglementaire et je pense en effet les collectivités et l'État manient à la fois le bâton et la carotte, donc à la fois l'interdiction de plus en plus fréquente de rouler avec des véhicules qui sont thermiques et la carotte qui sont toutes les aides qui sont proposées, que ce soit direct, par exemple la capacité d'avoir des aides des régions pour l'achat de vélos, par exemple, ou de la part des entreprises. On en parlait tout à l'heure, le fameux forfait mobilité durable qui permet jusqu'à 800 € par an et par salarié de financer des mobilités électriques. Je rajouterai un autre point qui est important, et là je prends un peu ma casquette du coprésident de l'Alliance des mobilités. L'Alliance des mobilités, c'est une organisation patronale qui rassemble plus de 150 entreprises de la mobilité durable. Et ce qu'on constate, c'est une structuration de l'écosystème. Il y a encore 10 ans, 15 ans, trouver un vélo électrique, le revendre, le faire réparer, le faire assurer, le louer, c'était quand même assez compliqué. Et je pense qu'autour de la table, avec Toussaint et Idriss, vous avez deux exemples aussi d'entreprises qui se sont créées récemment et qui viennent justement proposer des services qui rendent finalement ces deux roues électriques, vélos, trottinettes, scooters, beaucoup plus accessibles au grand public. Toussaint ? Oui, je pense qu'en l'occurrence, Upway, on est vraiment concentré sur le vélo électrique. Et ce qu'on constate, c'est que ça fait maintenant presque 10 ans que le vélo électrique a connu une énorme vague d'adoption. Elle s'est accélérée au cours des 3 à 4 dernières années. Mais c'est un mouvement de fond. Je pense qu'il y a peut-être 3 grands facteurs, en tout cas un peu complémentaires. Je pense que le premier, c'est un facteur économique, où on reste sur un produit qui est plus accessible qu'une voiture, dont l'usage coûte moins cher également en termes d'alimentation électrique et l'absence de péage, ce genre de choses. Donc on a un premier facteur économique, surtout dans un contexte d'inflation, qui oriente vers ça. Je pense qu'il y a une deuxième raison qui est un peu réglementaire et d'ordre de l'infrastructure, où il y a quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits, beaucoup de villes qui se sont dotées de plus en plus d'infrastructures cyclables. Ça rassure énormément les utilisateurs. Et ça encourage du coup l'usage d'un vélo ou d'un vélo électrique et d'un deux roues en général. Et la troisième raison, elle est vraiment sur le produit en tant que tel et l'usage en tant que tel. Je pense que c'est un produit que beaucoup de gens découvrent et qu'il y a encore beaucoup de gens qui font l'expérience pour la première fois d'un vélo électrique aujourd'hui. Et lorsque ça a lieu, généralement, les gens se rendent compte que c'est confortable, rapide, ça permet d'allonger les distances, d'affronter des reliefs. Et tout ça explique, je pense, cette vague d'adoption. Et je pense qu'on est encore loin d'une phase de maturité, puisque les taux de propriété, les taux de pénétration du vélo électrique, par exemple, dans les foyers européens, sont encore loin des taux de pénétration de la voiture. Et on constate que même les marchés les plus matures, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, continuent à voir ces chiffres augmenter. Donc je m'attends à ce qu'en France, dans les années qui viennent, on se rapproche de nos voisins allemands et néerlandais, par exemple. Donc on a plutôt un bel avenir qui se dessine devant nous. Driss ? Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a, comme disait Toussaint à l'instant, il y a un effet de rattrapage vis-à-vis de nos voisins allemands, néerlandais. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, la part modale, donc le nombre de déplacements quotidiens qui sont faits sur le vélo par rapport au nombre total de déplacements sur le vélo à Paris, il est de 3-4% maximum, alors que sur une ville comme Amsterdam ou Copenhague, on est plutôt autour de 30-35%. Donc il y a cet objectif de se rapprocher au maximum de ces villes-là. Et l'objectif, en tout cas l'initiative qui a été prise par la ville de Paris notamment, c'est d'investir beaucoup dans les infrastructures. Donc le fait de créer les infrastructures et de créer les conditions en fait, de sécurité et aussi les conditions de circulation pour qu'on puisse faire du vélo, faire de la trottinette et de la moto électrique,
encourager des acteurs privés, exactement comme nous, Moto. En fait, Moto n'aurait pas pu se créer si on n'avait pas justement les conditions favorables dans une ville comme Paris pour créer une offre autour du vélo électrique. Ensuite, l'enjeu pour nous, et je pense que c'est la même chose pour Upway, c'est de créer une offre accessible. Parce que pendant très longtemps, un vélo électrique, c'est un objet qui coûtait 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc nous, on a essayé de penser notre modèle autour de l'accessibilité, d'où ce modèle de l'abonnement qui est, bon, on va fractionner le paiement, on ne va pas vous obliger à payer 2 000 euros, 3 000 euros dès le départ, et surtout, on va créer toute une infrastructure de services pour enlever toutes les frictions qui sont liées à ce type de véhicule. Et la friction, une des frictions numéro 1 aujourd'hui, et je suis sûr que tous en seraient d'accord avec moi, c'est le problème de la batterie. En fait, la batterie, elle a une durée de vie limitée. Il y a une question autour du recyclage de cette batterie. C'est ça. Alors justement, ça anticipe ma question. Est-ce qu'il faut donner un petit peu plus d'importance au reconditionné? On va enchaîner sur vous, Toussaint. Driss, pardon, excusez-moi. Je pense que Toussaint a une meilleure idée de la réponse. Mais nous, Moto, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, c'est une forme de location de vélo, longue durée. Et en fait, les vélos ont plusieurs vies. Ils ont une première vie utile au sein de ces locations. Donc, on a plusieurs utilisateurs qui, au cours de la vie du vélo, peuvent utiliser le vélo. Une fois arrivé à maturité, ce vélo, il est revendu sur le marché secondaire. Donc, en fait, le vélo, il est reconditionné plusieurs fois au cours de sa durée de vie avant d'être totalement revendu sur le marché secondaire. Donc, pour moi, c'est inconcevable de penser un service de mobilité sans penser au reconditionnement. Sans penser à tout le circuit fermé que ça inclut. Je pense que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose, Toussaint, pour le coup. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on a constaté, la raison d'être d'Upway, c'était, comme le disait bien Driss, le fait que le vélo électrique neuf peut rester inaccessible pour un certain nombre de personnes qui souhaitent s'équiper. Et la seconde vie d'un vélo permet justement de diminuer ce prix de vente. La barrière principale à l'utilisation et à l'achat d'un vélo électrique d'occasion, c'était le manque de confiance dans la qualité du moteur, la durabilité de la batterie, que se passe-t-il en cas de pépin justement d'ordre technique. Et c'est vraiment autour de cet objectif de réintroduire de la confiance dans le marché de l'occasion qu'on a créé Upway et cette offre de vélos électriques reconditionnés. Ce qui est certain, c'est que l'équipement en tant que tel a une très longue durée de vie. On est vraiment sur des produits dont les cadres, les moteurs, les batteries sont en mesure justement d'avoir une longue durée de vie ou d'être remplacés en cas de besoin. Donc on n'a pas besoin systématiquement de jeter l'ancien pour acheter du neuf. Et c'est en ce sens qu'on constate que aussi bien des propriétaires particuliers vont nous revendre leur vélo afin qu'il ait une seconde vie et qu'eux-mêmes puissent s'équiper à nouveau avec d'autres produits. Mais on a également des professionnels, que ce soit des flottes de location longue durée, de leasing, qui souhaitent tout simplement obtenir une valeur résiduelle, s'assurer que leur vélo ne part pas à la décharge, mais peuvent avoir une seconde vie lorsqu'elles renouvellent leur flotte. Donc je pense que ça aura un rôle très important, comme on a pu le voir dans le monde de la voiture, par exemple, où les véhicules ont généralement plusieurs vies avant d'arriver en fin de cycle. En fin de cycle. Denis Sada, j'aimerais... Maintenant qu'on fasse un petit zoom justement sur ce fameux pass universel, donc ce sont justement c'est une solution clé en main pour vraiment apporter le plus de facilité à l'usager, une grande liberté, que ce soit dans cette perméabilité de tout moyen de transport. Donc c'est vraiment très bien. Pour autant, c'est une impression. J'ai l'impression que c'est un petit peu du mal à décoller, alors que c'est vraiment un super projet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller quelque part donner le kick, ce petit coup de pouce pour que ça puisse enfin vraiment décoller? Alors, le pass mobilité existe depuis 4 ans maintenant. Oui. C'est né en même temps que la loi d'orientation des mobilités en 2019, donc, qui a instauré notamment pas mal de changements dans le financement de la mobilité dans les entreprises. Notamment la création du forfait mobilité durable et la capacité de financer jusqu'à 800 euros pour chacun des salariés pour prendre des transports en commun, du vélo partage, de covoiturage, etc. Donc toutes les mobilités durables finalement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui ont mis en place ces passes mobilité, ça fonctionne. Okay. On arrive à parce que l'objectif global de l'État et des entreprises, c'est de réduire l'autosolisme là où on peut le faire, c'est-à-dire la capacité, la proportion des gens qui prennent leur voiture tout seuls pour faire des trajets qu'ils auraient pu faire en mobilité durable, et de les orienter vers des mobilités durables. Nous, on a des chiffres qui sont très encourageants. Par exemple, un tiers des salariés qui utilisent des passes mobilité en France sont multimodaux, c'est-à-dire utilisent plusieurs modes de transport le même mois. Donc, ils sont capables d'utiliser finalement cette liberté, cette flexibilité qui est proposée par des solutions de passe mobilité. En revanche, ce qu'on constate, c'est que pas assez d'entreprises l'ont mis en place aujourd'hui.
Selon les derniers chiffres, il n'y a que 25% des entreprises qui ont mis en place un forfait mobilité durable en France, et c'est souvent les plus grandes entreprises. Nous, chez Better Way, on a des clients KPMG, Deloitte dans le conseil, on a des clients dans l'assurance, dans la banque, Crédit Agricole ou Allianz, AXA par exemple. On a des clients aussi dans d'autres industries, Kering. Donc c'est plutôt des grandes boîtes, c'est plutôt des grandes entreprises qui utilisent ça, et on voit que c'est pas encore assez démocratisé. Et on plaide actuellement, vous me donnez l'occasion de le dire, auprès de l'État, auprès des ministères, pour ce qu'on appelle un budget mobilité unique, c'est-à-dire la fusion entre l'ancien remboursement de l'abonnement de transport en commun et le forfait mobilité durable. L'idée, c'est un choc de simplification. 800 € pour chacun des salariés, jusqu'à 800 € pour n'importe quelle mobilité. Finalement, je veux prendre un abonnement Navigo, très bien. Je veux prendre un vélo, très bien aussi. Je veux prendre un peu des deux, très bien, tant que ça reste dans la mobilité durable. Simplification pour l'entreprise, simplification pour le salarié, et puis on va plus loin, on va plus vite d'un point de vue environnemental, d'un point de vue santé publique, vers des mobilités décarbonées. Est-ce que vous souhaitez compléter les propos de Denis, Antoine ? Je peux. Oui. Dans l'idée, je trouve ça cohérent, et je suis d'accord avec Denis dans le sens où peut-être il faudrait un accompagnement un peu des collectivités sur ce sujet-là pour avancer. Ce qui me vient à l'idée, c'est, je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais il y a récemment le président qui a été interviewé par Hugo Décrypte et qui parlait justement apparemment de la réflexion en cours au sein du gouvernement actuellement, de s'inspirer du modèle allemand pour proposer à tous les Français du coup un pass mobilité national pour pouvoir accéder à tous les moyens de transport excepté TGV à un tarif réduit. Et le but, effectivement, c'est de verdir le moyen de se déplacer dans le pays. Donc c'est totalement dans les objectifs, on va dire, climatiques et énergétiques qui sont en cours. Donc en tout cas, dans ce pass universel, il y a un intérêt vif, que ce soit pour les deux roues, tous les moyens de transport en général, mais aussi surtout que ce soit les vélos ou les scooters. Donc c'est un segment, on l'a compris, qui est très porteur. Ça sera ma dernière question. Est-ce que justement, il n'y a pas un peu trop d'acteurs ? Parce que vu que c'est un marché très porteur, c'est très attractif. Et donc, est-ce qu'à force d'avoir trop d'acteurs, il finit peut-être par y avoir une saturation ? J'ai en l'idée, par exemple, l'histoire tragique de l'entreprise VanMoof, qui a fait récemment faillite, justement, aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui peut, justement, expliquer cela ? On va terminer par vous, Antoine. Oui, je repense, si on retrace un peu l'histoire en fait, des différents business models qui ont été mis en place. Donc en 2007, on a eu la création du Vélib. Donc c'était la première fois qu'une entreprise dans le monde proposait du coup des vélos en location. Ce qui a succédé au Vélib, après c'était Gobi ou Ofo, des entreprises chinoises qui elles aussi ont fait faillite. Parce qu'elles n'avaient pas forcément le bon business model, elles ne facturaient pas assez par kilomètre parcouru, on était autour de 30 centimes. Après, on a eu des acteurs américains comme Bird qui sont toujours là ou Tiers, mais qui ont eux aussi eu des problèmes. Et on considère qu'on a appris ces 15 dernières années à trouver le bon business model. Je pense que des acteurs comme Moto ou Upway, on en a trouvé d'autres qui aujourd'hui fonctionnent mieux. L'équilibre est ténu à trouver, je dirais. Voilà. Est-ce que l'un de vous trois souhaite compléter ce qui vient d'être dit ? Moi, je voudrais rajouter quelque chose. On parle, comme disait Toussaint Idriss, c'est une industrie qui est relativement jeune. C'est vrai. Donc, l'industrie de l'auto qu'on connaît aujourd'hui et qui pourrait être comparable, c'est une industrie qui date d'il y a 100 ans. Et évidemment, depuis 100 ans, il y a énormément de choses qui se sont passées, de la réglementation, de l'organisation, des entreprises qui ont pu dépérir, d'autres qui ont pu fleurir. Donc en fait, il faut, on appelle, et c'est pour ça qu'on a besoin des pouvoirs publics, des collectivités, de l'État, pour soutenir en fait cette industrie, pour aller encore plus loin dans ce développement-là. Peut-être c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais l'interdiction des trottinettes à Paris en service. En mars dernier, oui. En mars dernier, qui est arrivé à échéance là en septembre. C'est un élément un peu regrettable parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'a pas donné sa chance au produit, qu'on n'est pas allé assez loin dans l'encadrement, dans la réglementation, dans l'aide à développer des nouvelles mobilités. Il faut que les pouvoirs publics puissent aider justement l'industrie à développer ces nouvelles mobilités
et à pousser justement les modèles vertueux, parce que je pense que c'est vertueux pour tout le monde. À la fois, on crée de l'emploi, à la fois, on décarbone. Bien sûr. Et puis on change la vision des villes. Mais surtout que ce vote est peut-être, on va dire, à revoir dans le sens où, je me souviens très bien, il a été mis en place le jour du marathon de Paris. Donc, pour des raisons purement logistiques, avec des difficultés à se déplacer, il y en a peut-être bon nombre qui ont tout simplement renoncé à aller voter. Donc, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'avant de conclure, que ce soit vous, Driss, ou vous, Toussaint, pourquoi pas les deux, vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? J'aimerais bien rebondir sur le dernier point, qui effectivement, il y a l'apparition de beaucoup d'acteurs. Mais face à cette offre pléthorique, il faut mettre en fait aussi une demande très profonde et un marché qui existe. Et en fait, il n'y a pas de réponse unique à la mobilité. En fait, la mobilité, elle prend plusieurs formes. Ça peut être de la location, de l'achat, du reconditionné ou du libre-service. Et en fait, il y a plutôt un besoin pour une multiplication d'acteurs pour couvrir toute cette palette de besoins, plutôt qu'une réduction. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y a aujourd'hui pas suffisamment d'offres. Tout le monde peut trouver sa place. Exactement. Tout ça ? Non, je pense que ça a été bien couvert. Le dernier élément que j'apporterais, c'est qu'on a vécu plusieurs années où l'accès au capital était très vaste et dans des conditions financières très intéressantes, avec des taux d'intérêt notamment très bas. Et ça a encouragé énormément d'innovation et de création. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et on parlait de Van Moof, évidemment, la fin est malheureuse et il y a énormément de leçons à en tirer. Mais ils ont aussi joué un rôle dans le fait d'élargir l'audience du vélo électrique en rendant ce produit plus attractif pour tout un tas de populations. Je pense à des populations jeunes, urbaines, qui voyaient le vélo électrique comme un produit assez ancien et vieux jeu. Et malgré le fait qu'eux n'aient pas réussi, en tout cas à ce stade, à rendre l'équation financière pour leurs propres produits fiable et durable, je pense que malgré tout, ça a donné énormément d'idées à énormément d'acteurs et que ça contribue finalement à accélérer cette vague d'adoption de la mobilité électrique légère qui est loin d'être terminée. Donc on est malgré tout sur une trajectoire très encourageante. Une affaire à suivre. Merci beaucoup, en tout cas tous les quatre, d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, c'est une édition qui se termine déjà. Et oui, le temps file très vite. Donc nous, on se retrouve très vite pour une prochaine édition sur Mobility TV. À très bientôt.